Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime Ratura, analyste marché junior chez XTB France. On va se retrouver cette semaine pour une vidéo qui est dans la continuité de ce que je vous avais présenté la semaine dernière, à savoir les différentes caractéristiques qui distinguent les matières premières des autres classes d'actifs. Et cette semaine, on va aller un petit peu plus en détail dans la compréhension des matières premières et on va regarder les différents indicateurs qui peuvent faire bouger les marchés. Donc, je vais vous présenter, pour commencer, la première catégorie d'indicateurs que vous devez suivre si vous voulez comprendre cette classe d'actifs, à savoir les indicateurs macroéconomiques spécifiques aux matières premières. Alors, de manière intuitive, cette première catégorie se comprend assez bien. On va en fait, donc je vous avais dit qu'une des caractéristiques des matières premières, c'était que le mécanisme entre l'offre et la demande était l'un des plus gros facteurs de variation sur les marchés. Et bien effectivement, les différents indicateurs que je vais vous présenter maintenant sont absolument à connaître, à suivre de semaine en semaine, pour voir un petit peu les tendances de fond qui se passent sur les différentes matières premières. Donc effectivement, on a déjà les indicateurs d'offres, donc la production ou la récolte, par exemple pour la récolte de blé, ou alors là pour l'extraction de pétrole brut, sont des indicateurs qu'il faut suivre régulièrement puisqu'elles vont vous donner une idée de l'offre qui va être disponible sur le marché. Donc il faut regarder la valeur actuelle mais également les prévisions pour le futur. Vous avez notamment l'OPEP+, qui est à suivre, qui est un des acteurs majeurs du marché du pétrole. Vous avez l'USDA qui va vous donner différents indicateurs sur les matières premières, etc. Donc cette production et cette récolte, en fonction de la matière première, est à contrebalancer avec la consommation ou la transformation. Effectivement, si on a des besoins en consommation ou en transformation pour une matière première, eh bien ça va se traduire par une augmentation de la demande. Et cette demande par rapport à l'offre va donc traduire une dynamique sur le niveau des stocks. Donc le niveau des stocks peut être soit en excédent, et dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché, donc c'est plutôt baissier pour la matière première, ou alors qu'on se dirige vers un déficit des stocks, et dans ce cas-là, donc bien c'est l'inverse, ça va probablement catalyser une hausse du cours de la matière première. Donc on a effectivement ces indicateurs à suivre, des indicateurs actuels, des indicateurs prévisionnels, mais ce qu'il faut également savoir, c'est que les matières premières ont généralement une saisonnalité. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de la période de l'année, elles vont avoir tendance à baisser ou à monter. Et donc ça en fonction des tendances saisonnières de l'offre et de la demande. Par exemple, je vous ai mis à droite un graphique que je vous avais déjà présenté dans une des vidéos précédentes. Donc c'est le nombre de degrés jour de climatisation aux États-Unis. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que donc je vous rappelle que le nombre de degrés jour de climatisation, c'est un des facteurs qui peut influencer le cours du gaz naturel, puisqu'effectivement la demande pour le gaz naturel est à la fois catalysée par la demande de climatisation, mais également par la demande de chauffage. Donc si on a un besoin croissant en demande de climatisation, et bien on va avoir une augmentation de la demande et donc probablement une hausse du gaz naturel. Et ce qu'on peut constater, c'est que on a ce canal là gris qui nous indique les plus bas sur les 5 dernières années, les plus hauts et la moyenne, et l'évolution actuelle du nombre de degrés jour de climatisation. Et donc effectivement, on voit que la tendance se suit, la saisonnalité a effectivement donné un indicateur sur la tendance à venir. Et donc voilà, c'est le genre d'indicateur que vous devez suivre si vous comptez comprendre ce marché. En restant dans la continuité du gaz naturel, on a également les conditions météorologiques qui sont absolument à suivre. Certaines matières premières donc sont plus sensibles aux sécheresses, sont plus sensibles aux pluies, ou alors tout simplement au niveau des températures. Voilà, donc ça c'est un des indicateurs majeurs qu'il faut suivre. Et puis il y a également la situation macroéconomique des États. Alors en fonction des matières premières, certains États vont être très importateurs. Par exemple, la Chine est très importatrice de pétrole. Et donc la situation macroéconomique en Chine, si l'économie ne se porte pas bien, eh bien il se peut que la demande diminue. Et donc voilà, la situation macroéconomique des différents États, en fonction de leur position dans les pays importateurs ou exportateurs, va être un des indicateurs majeurs qu'il va falloir suivre dans cette catégorie. Une autre catégorie d'indicateurs qui est à regarder et qui va également nous donner des indications sur l'offre et sur la demande, c'est la structure des contrats à terme. Je vous rappelle que les contrats à terme ont une valeur au comptant, donc une valeur actuelle sur un certain type d'actifs, mais les échéances prochaines
ont des prix qui peuvent diverger à la hausse ou à la baisse. Alors la première situation, qui est considérée comme une situation normale, c'est la situation de forwardation ou contango, que vous m'entendez parfois dire dans les vidéos. Cette situation, elle est caractérisée par une courbe des prix, où les prix au comptant sont inférieurs au prix des contrats à terme sur les échéances plus éloignées. Ce qui veut dire qu'en fait on a un écart entre le prix des échéances éloignées et le prix actuel qui est positif. Donc on dit qu'il y a un spread sur les futurs qui est positif. Je vous disais que c'était une situation normale parce qu'effectivement, tout portage, toute possession, toute détention d'une matière première est coûteuse parce qu'il faut prendre en compte les coûts de stockage, les coûts d'assurance, les intérêts, etc. Et donc effectivement, quelqu'un qui va acheter une matière première à un instant T, eh bien, ne va pas la revendre, enfin ne va pas être en break-even, donc en résultat zéro, s'il la revend plus tard au même prix, puisqu'effectivement, il aura pris en charge des coûts qu'on appelle les coûts de portage, et donc il va essayer de vendre sa matière première plus chère pour effectivement être au moins en rentabilité zéro. En revanche, il y a des situations où la différence, donc le futur spread positif, va être supérieur à la différence, au coût de portage. Donc dans ce cas-là, si le futur spread est plus élevé que les coûts de portage, mais dans ce cas-là, on est dans une situation où le contango reflète que la demande actuelle est faible par rapport à la demande future. Voilà donc ce qui caractérise une forwardation, et une backwardation c'est tout simplement le phénomène inverse, ce qui veut dire que les prix au comptant sont supérieurs au prix des contrats à terme sur des échéances plus éloignées. Donc ce qui veut dire que la différence, le futur spread, sera négatif. C'est un cas de figure qui donc par opposition est anormal, puisque effectivement dans ce cas-là, les prix à terme ne reflètent pas les coûts de portage. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a une très forte demande actuelle qui donc se manifeste sur l'actif concerné par rapport à la demande qui est escomptée dans le futur. Je vais vous montrer deux petits graphiques. Donc si jamais vous comparez donc ici le prix cash et que ici on a les échéances plus éloignées, par exemple l'échéance de septembre, novembre, décembre, etc. Dans une situation de contango, si on devait tracer une courbe des prix à terme, on aurait une courbe qui est en croissance, et pour la backwardation, on aurait une courbe qui est en décroissance. Alors dans la réalité, on a plus souvent une structure de contango, donc de cette forme-là. En général, c'est pas linéaire, on a plutôt une forme incurvée. Et parfois, eh bien, on a un contango sur une certaine échéance, et puis ensuite on part en backwardation à partir d'une autre échéance. Mais voilà, ce sont les deux grandes tendances de fond, les deux grandes structures des échéances à terme qu'on connaît sur les futurs. Troisième catégorie, alors je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière qu'effectivement le marché des matières premières est beaucoup plus rationnel, puisqu'effectivement il fait intervenir des acteurs économiques qui ont une utilisation concrète des biens qui sont échangés sur les marchés, mais on a également des investisseurs qui viennent spéculer sur ce marché, qui viennent jouer la hausse ou la baisse et qui viennent donc donner de la liquidité aux producteurs qui sont donc présents sur le marché. Alors dans ce cas-là, on a 4 types d'indicateurs qui peuvent nous donner les vues de marché des spéculateurs. On a premièrement donc l'indicateur que je vous présente le plus souvent, c'est les positions nettes spéculatives, qui sont généralement données en fin de semaine par la CFTC. Et donc, ça correspond au graphique généralement que je vous présente ici. Donc le net positioning, vous pouvez généralement le trouver ici en marron sur le premier graphique, et ici en marron également, par rapport à ces conditions de surachat et de survente. Alors le net positioning, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la différence entre les lots qui sont présents en position longue et les lots qui sont présents en position courte. Et donc ça nous indique s'il y a plus de gens qui sont présents à l'achat ou plus de gens qui sont présents à la vente. Et donc effectivement ce niveau des positions nettes va avoir une incidence sur la variation du cours de la matière première. Comme vous pouvez le voir ici, en général si les spéculateurs commencent à se positionner à la hausse, et bien effectivement on a généralement une hausse qui se produit et inversement. Alors donc ça c'est un indicateur très important à suivre, puisque effectivement les positions nettes spéculatives concernent les vues de marché des hedge funds, donc des fonds de gestion alternatifs, mais également des CTA, donc des différents acteurs qui se trouvent sur le marché des matières premières. On a également les ETF, donc les flux sortants et les flux entrants sur les ETF, qui peuvent également nous donner une indication sur le niveau de spéculation, enfin sur les vues spéculatives de différents fonds de gestion.
On a ensuite le niveau de la prime de risque. Alors effectivement, souvent les traders voient les actifs en fonction de la rémunération du risque que cet actif peut leur apporter. La prime de risque, je rappelle que c'est la rémunération escomptée de l'actif minorée par le niveau du taux sans risque, enfin en général du niveau des taux d'intérêt. Donc généralement le benchmark c'est le 10 ans US. Donc effectivement, si jamais la prime de risque est négative, les traders vont plutôt avoir tendance à vendre l'actif, et si la prime de risque est positive, ils vont plutôt avoir tendance à l'acheter. Et enfin, on ne va pas en parler très en détail, mais la volatilité implicite sur les options. Je rappelle que les options peuvent nous donner un niveau de volatilité qui est attendu sur les marchés, donc sur les sous-jacents. Et donc si les options attendent une forte volatilité sur l'actif, eh bien ça peut avoir une incidence sur le cours, puisqu'effectivement une forte volatilité va entraîner un sell-off, une vente de la part des investisseurs qui ont des appétences au risque plus faibles. Et voilà, on va finir avec une dernière catégorie. Donc ce sont, eh bien, on appelle ça en anglais les black swans, on peut traduire ça par signe noir. Ce sont effectivement les événements qui sont par nature imprévisibles et qui ne concernent pas des indicateurs qu'on suit traditionnellement et qui peuvent intervenir à tout moment et venir bousculer le sentiment des investisseurs sur le marché. On va avoir premièrement l'interventionnisme institutionnel étatique. Donc par exemple, lorsque les banques centrales décident d'acheter ou de vendre des stocks d'or, eh bien, ça va avoir une influence sur le niveau, le cours de l'or. Ou alors lorsque certains États, par exemple la Côte d'Ivoire, qui imposent des restrictions sur la vente de cacao, eh bien forcément ça va réduire l'offre disponible, ça va catalyser de la hausse puisque la demande va devenir plus forte. On a également sur le pétrole les États-Unis qui ont un très fort interventionnisme et qui donc eh bien, peuvent également faire bouger le prix du pétrole, le prix du baril. Donc voilà, tout ça, ça concerne un interventionnisme qui n'est pas forcément prévisible ou prévisible dans une moindre mesure. On a également en deuxième position les événements géopolitiques, donc vous avez notamment pu le constater au niveau du conflit israélo-palestinien, donc qui a un petit peu dégénéré avec les différents pays autour. Bien effectivement, ça a eu une incidence sur le prix du pétrole, puisqu'effectivement, et donc je l'ai mis en troisième indicateur, mais c'est souvent aussi lié aux événements géopolitiques, c'est les perturbations du transport maritime. Si les cargos ne peuvent pas passer par certains endroits parce que c'est trop dangereux, eh bien ça va avoir un effet disruptif sur la chaîne d'approvisionnement, et donc ça va avoir des coûts de transport plus élevés qui vont donc affecter le coût de revient qui est attendu par les producteurs, et donc voilà, ça va forcément impacter le prix. Mais il peut également y avoir des perturbations de transport maritime qui sont externes aux événements géopolitiques. Par exemple, on avait eu dans le canal de Suez les différentes perturbations par rapport à un cargo qui bloquait le canal et qui donc obligeait les autres cargos à emprunter des itinéraires alternatifs. Et puis on a enfin donc les embargos qui sont également liés aux événements géopolitiques. Par exemple, la Russie est sous embargo de la part de l'Occident, et donc ça peut, la Russie étant un des producteurs majeurs de grandes matières premières, et bien ça a eu une incidence sur le cours, par exemple du gaz naturel. Et enfin, on finit avec par exemple des événements qui peuvent arriver comme des maladies sur les différentes récoltes, des catastrophes naturelles, des ouragans, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être reflétées dans l'actualité, mais effectivement qui ont un caractère imprévisible et qui vont avoir pourtant une forte incidence sur le cours des matières premières. On va finir avec quelques indicateurs spécifiques pour vous aider un petit peu mieux comprendre certains éléments que je vous présente des fois dans les synthèses des matières premières. On va commencer par le crack spread, donc ça je vous le présente assez fréquemment. Ça reflète la différence entre les prix du pétrole et les produits pétroliers. Donc par exemple le pétrole est raffiné pour produire de l'essence ou du mazout, et bien ça va correspondre à des produits pétroliers. Et ces différentes matières premières vont avoir des prix qui diffèrent et qui vont révéler une différence, donc qui s'appelle un spread. Et lorsqu'on va avoir un crack spread élevé, eh bien ça va tout simplement traduire une forte demande probablement qui va arriver sur le pétrole, parce que normalement, s'il y a une forte demande pour les produits pétroliers, eh bien, il va y avoir une forte demande pour le pétrole qui est normalement utilisé dans le raffinage. On a donc les fameuses drilling rigs, donc en français les nombres de plateformes de forage en activité. Tout simplement, ce sont les plateformes qui sont utilisées pour extraire la matière première, et donc ça va nous donner une indication sur l'offre plus particulièrement de pétrole et de gaz naturel. Effectivement, si les plateformes de forage sont en augmentation, eh bien on peut s'attendre à une plus forte demande dans le futur, et inversement. Actuellement, par exemple, sur le pétrole, on a une tendance plutôt baissière des plateformes de forage. Mais ça peut peut-être changer en fonction de la présidence de Kamala Harris ou de Donald Trump, qui ont tous les deux des vues un petit peu divergentes sur la politique à mener.
On a également des prix de l'or qui sont très corrélés actuellement aux anticipations sur les politiques monétaires, donc effectivement toute prise de parole de Jérôme Powell ou de la Fed en général, enfin des banquiers centraux de la Fed, va avoir une incidence sur le cours de l'or, également des indicateurs comme l'inflation ou le chômage. Et puis enfin, la demande de gaz naturel qui est particulièrement stimulée par les besoins en chauffage et en climatisation. On en parlait tout à l'heure avec le graphique que je vous avais présenté. Voilà, ça conclut notre émission. Donc j'espère que vous aurez toutes les armes pour pouvoir trader sur cette classe d'actifs et pour mieux la comprendre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite à lâcher un like et à commenter la vidéo si elle vous a effectivement plu. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une synthèse des matières premières. Au revoir.